au congrès de FAPIX dans un atelier. Donc voilà, je salue Léna, Caroline et Rémi pour cette invitation. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anthony Ratier, responsable droits humains au Global Compact France. Donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais la plupart de vos entreprises ici présentes sont membres du Global Compact. Voilà, BNP qui est intervenu plus tôt dans la matinée est bien sûr un membre éminent du Global Compact. On avait même invité à notre assemblée générale dans laquelle le FAPIX était représenté par l'intermédiaire de l'ORAN, le directeur général de BNP Paribas. Donc effectivement, l'engagement d'un directeur général d'un PDG est extrêmement important en matière de responsabilité sociétale, et je rejoins Muriel en la matière. On ne fait pas de la RSE par hasard, c'est vraiment une vision holistique qui est importante. Alors pour revenir au Global Compact en 4 points et de manière assez simple. Le Global Compact, c'est quoi? À la base, c'est quelque chose qui a été lancé en l'an 2000 par Kofi Annan. Alors c'était au lendemain en fait des premiers scandales liés à la mondialisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était justement la supply chain. C'était lié aux ateliers de la sueur de Nike, donc à la fin des années 90, où justement on faisait travailler des enfants pour justement pour les ballons et pour pour l'équipementier Nike. Kofi Annan justement a réfléchi, il s'est dit il est peut-être temps de lancer des principes de comportement pour les entreprises, et c'était la première fois que les Nations Unies pensaient aux entreprises, parce qu'à la base les Nations Unies c'est plutôt des États. En ce moment il y a 193 États aux Nations Unies. Donc c'était lancé en l'an 2000 par Kofi Annan. C'est une plateforme d'échange et d'action collective. Nous sommes la principale et la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà, on est là depuis l'an 2000, donc effectivement on a une certaine ancienneté, et ça rassemble les entreprises, avant tout les entreprises de secteur privé, voilà, Air Liquide, Michelin, Essilor pour les Français, mais également SAP qui est aussi présent, qui est aussi un partenaire très important du Global Compact des Nations Unies, avec lequel on travaille beaucoup sur les questions de supply chain et de travail décent. On travaille justement avec la SAP aux ESA, mais également la société civile, c'est-à-dire fédération, association, fédération professionnelle, association comme FAPIX, organisation syndicale, université, et puis également on travaille avec d'autres organismes des Nations Unies, pour citer les plus connus, UNICEF, mais également le Haut Commissariat des réfugiés, l'UNESCO ou l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Alors le Global Compact, c'est quoi ces petits principes de comportement qu'elle a pensé Kofi Annan avec d'autres experts à l'époque. Donc en fait, c'est 4 grandes thématiques liées aux droits de l'homme ou aux droits humains, liées aux normes internationales du travail. Donc c'est les grandes, c'est plutôt les questions RH, l'environnement et la lutte contre la corruption. Last but not least. Donc sur les droits de l'homme, c'est promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme. C'est veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. Voilà, si vous avez dans votre supply chain, vous traitez avec, je ne sais pas, le Qatar. Je prends un exemple assez connu, celui de Vinci. Justement, une entreprise ne peut se rendre complice. Et c'est là la difficulté justement de la licence to operate. Quand je veux m'implanter dans un pays, qu'il y a un contrat, comment j'agis? Est-ce que je dis non à l'Arabie Saoudite au nom de l'égalité femmes-hommes? Est-ce que je dis je veux m'installer dans le Myanmar? Comment je fais? C'est vraiment des dilemmes qu'on retrouve. Il y a également respecter la liberté d'association et reconnaître le droit à la négociation collective. Donc ça, c'est les normes internationales du travail. Pas facile parce qu'on trouve ça dans beaucoup de pays. Je prends un exemple assez simple. Vous êtes une entreprise, vous êtes basé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un problème de liberté syndicale. Il y a, au sud des États-Unis, il y a ce qu'on appelle des union free zones. C'est-à-dire que vous êtes de culture européenne, vous avez l'habitude de discuter avec des syndicats, à faire du dialogue social. Là-bas, c'est interdit. Et si vous le faites, on vous dit, arrêtez avec vos conceptions d'Européens, je vous enlève la subvention. Ce qui se passe en Caroline du Sud,
au Mississippi, en Alabama. C'est vraiment des exemples, j'ai des exemples extrêmement précis en tête sur justement le non-respect du dialogue social et la liberté syndicale. C'est contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Effectivement, il y a du travail forcé dans la supply chain agricole. Jacques Levey a eu extrêmement raison d'insister sur la supply chain agricole parce qu'elle est en train de devenir la supply chain la plus à risque devant celle de l'extractif en ce moment. C'est vraiment tout ce qui est les morts des défenseurs des droits humains, notamment au Brésil, c'est catastrophique, disent les ONG. Même chose sur contribuer à l'annulation effective du travail des enfants. Je ne veux pas vous faire un dessin sur la supply chain du cacao en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a des enjeux droits humains et de travail des enfants dans la supply chain du cacao. Il y a contribué à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi. Je parlais tout à l'heure de la question de l'égalité femmes-hommes dans l'emploi, notamment dans les pays du Moyen-Orient. Et voilà, il y a aussi d'autres éléments liés à l'âge ou aux questions LGBT. Sur l'environnement, c'est appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement. C'est prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement et favoriser la mise au point de diffusion technologique respectueuse de l'environnement. En ce moment, sur l'environnement, outre le climat, qui est vraiment une mobilisation pour le climat, il y a la thématique de l'intégration de la question de biodiversité. Il y a eu un grand congrès au mois d'avril de l'IPBES qui a sonné le tocsin sur justement la perte de biodiversité. C'est une question que nous avons adressée lors d'un atelier, lors de notre Assemblée Générale de la semaine dernière, où justement il y a comment intégrer la question de la biodiversité dans ses opérations, dans sa supply chain, de tous les procédés imitants basés sur la nature. C'est aussi des enjeux extrêmement importants. Et enfin le dernier, c'est qui a été longtemps peu adressé, mais qui est beaucoup plus adressé maintenant par les entreprises françaises, merci la loi Sapin 2, c'est la lutte contre la corruption, agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots de vin, et effectivement la question de l'éthique. L'éthique dans la supply chain, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, ils me font des cadeaux, qu'est-ce que j'en fais ? Quel montant? Est-ce que je les prends pour moi? Est-ce que je fais une loterie quand je reviens chez moi dans mon entreprise? Par exemple, c'est ce que je fais une entreprise comme ça, j'aime. C'est extrêmement important et voilà, j'insiste beaucoup parce que je suis aussi en charge des questions éthiques et d'anti-corruption. Vous pouvez m'interrompre, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, le Global Compact aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la plus large initiative de responsabilité sociétale des entreprises. On est 10 000 entreprises engagées auprès du Global Compact des Nations Unies, 10 000 entreprises engagées autour des droits humains, des normes du travail, l'environnement ou de la lutte contre la corruption. On va faire un petit focus sur le réseau français qui a eu son assemblée générale très grosse, on est plus de 500 la semaine dernière. Donc voilà, on est 500 membres, 2 ministres, 2 PDG. Nous sommes, vous voyez, 10 000 entreprises, 3 500 organisations à but non lucratif dans le monde, 68 réseaux locaux, c'est important. On n'est pas franco-français, le Global Compact. Moi, je travaille tous les jours avec mes homologues dans les réseaux locaux, c'est-à-dire mes homologues espagnols, mes homologues indonésiens. Je travaille bien sûr en partenariat avec notre siège qui est aux Nations Unies. Voilà, on est présidé par Antonio Guterres, le secrétaire général. Et le Global Compact, ça représente environ 66 millions de personnes travaillant dans une organisation active au Global Compact. Donc ça fait vraiment un effet levier. Alors pour en revenir à notre réseau français, on est 1326 membres, 1201 entreprises. C'est-à-dire on est vraiment parmi ces 68 réseaux celui qui est le plus orienté business. C'est-à-dire qu'on a vraiment plus d'entreprises que les autres réseaux qui sont parfois qui ont peut-être plus d'organisation non-profit par exemple. Et ça c'est très important, j'insiste là-dessus. On a les grands groupes, on a le CAC 40, on a le SBF 120, mais dans ces 1200 entreprises, on a une moitié de PME. Une moitié de PME, c'est vraiment important. On n'est pas un groupe unique, on n'est pas uniquement une association de grands groupes, on est également une association de PME et c'est extrêmement important pour nous parce que grâce à ça, justement, on a une implantation locale. Pour exemple, voilà, Fabix vous n'êtes pas les seuls à faire un tour de France.
Nous, on a commencé un Tour de France PME depuis 2016 et on a passé la seconde l'année dernière avec justement la nomination d'ambassadeurs dans les régions, justement pour promouvoir la bonne parole en matière de RSE. Donc on a des ambassadeurs, vraiment des entreprises volontaires, et ce sont, la plupart du temps, ce sont des PDG. On a des ambassadeurs, que ce soit dans le PACA, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, dans le Nord, voilà, par exemple dans le Nord, c'est Damartex, voilà, c'est une belle ETI, Damartex, les Damar, 2000 personnes. En PACA, c'est Resitex qui fait plutôt des luminaires responsables. On a vraiment un réseau on est à peu près à 17 ambassadeurs aujourd'hui qui justement promeuvent le Global Compact auprès des territoires parce que c'est important pour nous, et vous avez raison, de faire de la RSE également dans les territoires, que ce ne soit pas vu comme quelque chose de centralisateur jacobin et parisien. Donc on essaye justement de démultiplier, de prêcher la bonne parole auprès des PME, et le mieux pour convaincre les PME, c'est pas nous, ce sont d'autres dirigeants PME, parce qu'on a vu que quand on parlait de pair à pair, il y avait un effet de levier. Les engagements au Global Compact, effectivement, quand un dirigeant, parce que l'engagement est pris par le dirigeant, adhère au Global Compact, je prends un exemple, Florent Benogo de Michelin, quand il fait sa communication sur le progrès, il la signe. Donc c'est l'engagement personnel et public du dirigeant. C'est l'intégration des principes du Global Compact dans sa culture, sa stratégie et ses opérations. On avait vu par exemple que BNP, qui est un membre historique du Global Compact, avait intégré les questions de développement durable dans l'ensemble de ses fonctions. Voilà, vous n'avez pas devant vous, Jacques Levé n'était pas le directeur de l'engagement sociétal ou le directeur de développement durable du groupe, c'était quand même le Head of Investment. Donc ça veut dire qu'il y a une infusion de la culture de développement durable à l'ensemble des fonctions dans l'entreprise. Et moi, je suis toujours content, et extrêmement content, quand je m'adresse à autre chose que des directeurs du développement durable ou des directeurs RSE, quand je m'adresse aux gens des achats, des gens de la supply chain, des gens du RH, des gens de la communication financière ou des gens de la direction financière. C'est extrêmement important justement que cette culture de développement durable infuse. Communication régulière avec ses parties prenantes sur les progrès effectués. Nous, l'engagement du Global Compact, c'est basé sur un reporting annuel qu'on appelle COP, communication sur le progrès, et donc c'est à faire chaque année, et ça permet justement de structurer sa démarche RSE, de réfléchir à sa démarche RSE. Puis bien sûr, faire publiquement campagne en faveur des principes du Global Compact, que ce soit à travers participation à nos événements, etc. Et je voulais aussi insister sur le fait que les investisseurs se mobilisent de plus en plus sur les questions du Global Compact. Je prends un exemple, BlackRock, qui est le principal investisseur dans le monde, a dit qu'il allait tenir compte de l'engagement dans le Global Compact dans ses investissements pour la plupart des grandes entreprises. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant, et nous on travaille de plus en plus avec les investisseurs, que ce soit les banques ou les investisseurs, les fonds d'investissement, qui sont vraiment extrêmement intéressés par l'adhésion au Global Compact, et le fait de faire un reporting solide, c'est vraiment extrêmement important. Donc la communication périodique, c'est quels objectifs, j'y reviens vite fait. Reporting annuel public, structurer sa démarche, donc formaliser sa stratégie RSE, construire une feuille de route, c'est important pour l'année d'après, faire le bilan de l'année en cours et structurer pour l'année d'après, donner de la lisibilité à vos engagements. Je veux dire, si vous faites si vous avez des bonnes pratiques, si vous faites des bonnes choses, notamment dans la gestion de votre supply chain en matière d'économie circulaire, n'hésitez pas. Démontrer ses actions et répercussions en matière de RSE, et bien sûr, ça a été dit par Muriel, dialoguer avec ses parties prenantes. Effectivement, la COP est également le reflet d'un dialogue fructueux avec ses parties prenantes. Alors, Monsieur Levé l'a dit, il avait son petit pins d'ailleurs des objectifs du développement durable, c'est extrêmement intéressant. Donc nous avons 10 principes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Alors vous allez me dire, encore un référentiel RSE. Pas du tout. Les objectifs du développement durable, en fait, c'est un agenda partagé à l'horizon 2030. Ça a été voté en septembre 2015 par l'ensemble des États, 193 États membres
se sont mis d'accord pour un agenda partagé d'ici 2030, donc avec 17 objectifs. 17 objectifs, et en fait, c'est les 17 grandes priorités de la planète d'ici à 2030. Et nous, on a fait justement une sorte d'équivalence entre les 10 principes du Global Compact et les 17 objectifs de développement durable, qui sont comme une sorte de phare d'horizon à atteindre. Et les 10 principes, c'est un petit peu la carte pour atteindre ces 17 objectifs. Alors, je les rappelle parce que vous ne les connaissez pas peut-être. Donc, c'est des objectifs liés à pas de pauvreté, c'est fin zéro, voilà, fin zéro, accaparement des terres, etc. C'est bonne santé et bien-être, c'est éducation de qualité, c'est égalité entre les sexes, c'est eau propre et assainissement, c'est énergie propre et à un coût abordable, c'est travail décent et croissance économique, donc c'est tout ce qui est lié justement, bah voilà, tout à l'heure je parlais du travail des enfants, bah voilà, il y a des éléments liés au travail des enfants dans cet objectif du développement durable. C'est l'innovation, l'infrastructure, on peut mettre des choses par exemple liées à la blockchain, c'est les inégalités réduites, c'est vie durable, donc le 11, c'est consommation et production responsable, donc voilà, c'est vraiment, voilà, le site d'ailleurs on le voit, c'est celui de l'économie circulaire. Donc, par exemple, le Blue Connection s'inscrit dans cette ODD numéro 12. C'est les changements climatiques ODD numéro 13. C'est la vie aquatique. Donc, voilà, c'est tout ce qui est pollution des océans ODD 14. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est vie terrestre, c'est la biodiversité. C'est paix, justice et institutions efficaces. Alors, c'est un faux avis celui-là, parce qu'en fait, c'est celui qui traite des questions de gouvernance et d'anticorruption. Et enfin, le 17, c'est en fait le méta-ODD, c'est les partenariats. On parlait des parties prenantes. C'est comment vous mettez en partenariat avec vos parties prenantes, vos partenaires commerciaux, pour justement atteindre l'ensemble des 16 autres ODD. C'est un méta-ODD. Donc c'est extrêmement important et je pense que FAPIX et des questions de gestion de supply chain, vous pouvez adresser de la part, dans vos métiers respectifs, des ODD, par exemple, voilà, clairement. Le pneu incroyable de Michelin, vous allez dire, je suis obsédé par Michelin, mais c'est un groupe que je connais bien, rentre dans justement la question de consommation, production responsable et dans l'innovation, innovation infrastructure. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc vraiment, les ODD, et c'est pas pour rien justement que les investisseurs commencent à challenger les entreprises sur les ODD et que les entreprises maintenant, dans leur rapport intégré, commence à adresser les ODD, ce n'est pas pour rien parce que les ODD, c'est vraiment un agenda 2030 et ça permet de se projeter à 2030. Et juste un petit chiffre comme ça, on a évalué, donc c'est la commission de Davos qui a évalué les opportunités économiques des ODD à 12 000 milliards de dollars. Donc c'est extrêmement important. Donc voilà, ça peut aller justement de la mobilité durable en passant par la santé connectée pour les gens qui sont dans la technologie, dans les technologies de santé. Donc c'est extrêmement intéressant et les ODD, c'est vraiment aussi des opportunités business, mais également une manière de réfléchir à ces externalités négatives. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je suis ravi de travailler avec FAPIX. Voilà, on a été sur ces questions de gestion supply chain, ça intéresse nos membres. Je veux dire, on a fait un webinaire avec Caroline et avec Léna, c'était un des webinaires les plus suivis. Alors j'étais comme ça quand même, c'est une question, gestion supply chain, c'est quand même un peu technique. Non, on avait 70 connectés et des vraies questions. Donc effectivement, il y a un axe. Et pour terminer, le trophée de la meilleure communication sur le progrès, de la première communication sur le progrès, donc la semaine dernière, c'était la boîte qui s'appelle Stérinerie du Bois. Elle a eu ce trophée, donc elles font plutôt dans la chimie. Elle a eu ce trophée grâce justement à sa gestion responsable de sa supply chain. Merci. Bon, alors je vous explique la situation. Anthony devait prendre la parole pour 5 minutes. Ça fait 25. Alors là, je demande aux organisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des coupes franches? Est-ce qu'on déborde? On déborde? Oh, d'accord. Bon, il y a de la passion, hein, donc là, une fois qu'on a démarré, on ne s'arrête plus, on le voit bien.
Là, on voulait vous montrer maintenant le témoignage d'un chef d'entreprise qui est à la tête de cette entreprise, la Actimesure. Vous avez vu tout d'abord une photo globale une partie des ateliers, puis là c'est une partie de sa production. Donc il fait de la conception et de la réalisation d'outils de contrôle géométrique. Il est basé bien évidemment en région centre. Hein. Et ses clients, c'est l'industrie automobile, aéronautique, ferroviaire. Ils sont maintenant 35 salariés et ça fait depuis le début que petit à petit, ils sont engagés dans une logique progressive de responsabilité sociétale. Donc ça nous semblait, Caroline, Hélène et moi, intéressant que vous entendiez son témoignage. Alors il n'a pas pu venir, c'est lui, hein, voilà, Samuel Trégré. Et il a fait je l'ai interviewé la semaine dernière, il a répondu à mes questions et on va écouter donc ce qu'il nous dit autour de sa démarche. La première question que je lui ai posée, c'était de savoir comment il a mis en place, comment il a démarré petit à petit dans sa démarche de responsabilité sociétale. Et sa réponse, la voici. D'abord, c'est un audit, parce qu'il faut savoir que même si on n'est pas rentré dans la démarche, on fait sur beaucoup de choses dans l'entreprise. Il y a eu, dans cet audit, une définition, on a relancé une définition de nos parties prenantes. Après, je dirais même que la première étape a été même de mettre nos valeurs en place, les valeurs de l'entreprise, qui a été définie dans un copil. On a invité des personnes, comme les des responsables de service, des personnes de la
salariés, je pense, parce qu'ils se plaisent dans cette démarche. Et puis la dernière réussite, et ça a été pour moi un point très fort, parce que c'est de la gouvernance. J'ai toujours été seul depuis la création à revoir notre business plan tous les ans. Et puis dans cette démarche RSE, il y avait donc une des parties prenantes importantes sur ces salariés, et quand on est ressorti, c'est un manque de communication. Donc je suis tombé un peu dénu, mais je pensais communiquer, mais en fait on parlait pas de communication, de mettre un document sur un tableau blanc, on parlait de communication sur sa stratégie, sur la vision de l'entreprise. Ça m'a fait plaisir parce qu'en fait les gens se projettent, se projeter dans l'entreprise, mais il manquait de visibilité et de vision de l'entreprise. Donc là, encore une fois, on se fait bousculer. Et c'est comme ça qu'au début 2017, on lance un gros travail sur notre CAP 2023. Et donc on a travaillé sur la stratégie de notre entreprise avec tous les collaborateurs. Bien sûr, un copil au départ pour définir les grands axes. Et après, pendant 3 mois, les collaborateurs ont pu se positionner sur cette stratégie. Premier bénéfice, 80% de ce que je n'ai pu imaginer dans les 6 ans à venir ont été donnés par les salariés. Donc déjà, on vient de passer une super étape parce qu'ils sont déjà convaincus des actions qu'on va mettre en place dans le futur. Et puis on a fini par un séminaire en juillet, dans un golf. On a pu faire une initiation en golf, mais on a surtout travaillé avec les 5 axes stratégiques, et chaque collaborateur s'est positionné sur un axe stratégique sur lequel il voulait travailler. Très rapidement, par quelques mots-clés, bénéfices pour les salariés. Oui. Ce qui vient en premier, c'est le bien-être des salariés dans l'entreprise. On a gagné dernièrement, on a été lauréat trophée QVT sur la bien-être et santé au travail. Trophée Milieu et Vie, c'est super sympa, ça met en valeur en plus les salariés, le comité bien-être. On a un comité qui s'occupe de cette partie-là. Une démarche sur toute la partie sociale, ça prend du sens en fait pour eux. Et puis on a fait des dîmes par exemple, comme ça, ils apprennent à connaître leurs collègues. On enlève souvent dans notre façon de travailler, on est par service. Et donc on décloisonne un peu les services et on apprend un peu plus de son collègue. Des démarches sociétales aussi pour nos salariés, c'est-à-dire que c'est plus le dirigeant qui va avoir cette démarche, mais j'ai pu impliquer des salariés, par exemple dans des réseaux sur la partie insertion. Voilà, des salariés qui se sont impliqués à parrainer des demandeurs d'emploi. Voilà. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais ça facilite le recrutement. Et puis tout simplement, ils ont une fierté de travailler dans leur entreprise, dans cette démarche. Tout simplement, oui, comme tu dis. Voilà. Bénéfices pour les fournisseurs. Alors pour les fournisseurs, on va parler d'achat responsable. Quand on prospecte ou qu'on travaille avec un fournisseur, on a une évaluation. Et dans cette évaluation, chaque année, on a mis des points sur la partie RSE, environnement, social. Donc chaque année, on voit un peu comment ils avancent. Donc ils s'améliorent un petit peu avec les démarches qu'on peut leur donner. On ne leur impose pas, mais voilà. On leur donne certaines démarches qui peuvent leur permettre de prendre un peu plus de chiffre d'affaires avec nous. D'accord.
si on se questionne sur le retour sur investissement, sans avoir fait ces calculs de retour sur investissement, quel est le bénéfice financier de toutes ces démarches? Depuis cette démarche, donc ça fait 3 ans et demi, il y a un point très simple, hein, si vous regardez son chiffre d'affaires et sa marge. Donc en 2016, on faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. On finit sur cette activité propre à 2,7 millions, 2,8 millions cette année. Et sans baisser notre marge. On a travaillé sur notre consommation. Cette augmentation de chiffre d'affaires n'a pas impliqué de doubler les effectifs parce qu'on a de la productivité. Donc voilà, toute cette démarche, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sert surtout à pérenniser notre entreprise, puisque en pérennisant notre entreprise, on rassure nos salariés, on rassure nos clients, on rassure nos fournisseurs. Donc c'est une démarche globale. Et dernière question, peut-être, pour toi, pour le dirigeant, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice, cette démarche RSE? De la sérénité. Voilà. J'aime bien dormir sur mes 2 oreilles et je vois que toute cette démarche m'amène cette envie de continuer en fait, cette envie de continuer. Je suis fier de cette démarche et je suis fier de voir un petit peu comment ça évolue dans l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de communiquer sur tout ce qu'on peut faire, puisque ça permettrait peut-être à d'autres entreprises de faire cette même démarche. Mais écoute, merci beaucoup. Là, en pleine communication. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marianne. Donc là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est une entreprise de 35 salariés. Hein, en province, oui, Anthony. Hein, et bon, on sent dans son témoignage que voilà, il y a cette logique globale qui fait vraiment partir de sa stratégie. Pour finir, on avait promis d'aborder le sujet être responsable et être profitable. Hein. Donc là, on va s'appuyer sur les éléments fournis par Goodwill Management qui devaient venir et ils sont pris, je crois bien que c'est leur AG à eux aussi. Hein. Donc ils nous ont transmis les documents pour que FAPIX puisse vous les faire partager. Et voilà, eux, ils sont spécialisés dans les calculs des retours sur investissement des démarches de responsabilité sociétale. Ils constatent quoi? Ils constatent déjà que on a la perception d'une façon très majoritaire que c'est une source de coût, pas une source